Kevin Finel, merci de nous recevoir à l'Arche. C'est ton lieu de consultation, c'est ton lieu de travail. Est-ce que tu pourrais nous dire plus sur cet espace et qu'est-ce qu'on y fait? Alors c'est un espace qui est consacré à l'hypnose, à toutes les formes d'hypnose moderne, on va dire, c'est-à-dire qu'on forme aussi bien des particuliers qui veulent découvrir l'hypnose, l'auto-hypnose, que des professionnels, des thérapeutes, des coachs, des personnes qui sont dans l'accompagnement et qui vont utiliser l'hypnose comme outil pratique, comme outil technique pour créer des changements avec les personnes qui les accompagnent. D'accord, c'est aussi bien un lieu de consultation que de développement personnel. Oui, c'est ça, il y a une partie formation, on fait aussi beaucoup de conférences, et puis c'est aussi un lieu où il y a des praticiens qui reçoivent des personnes au quotidien. Qu'est-ce qui t'a amené, Kevin, à pratiquer l'hypnose? Ce sont des rencontres, des thérapeutes, des personnes qui étaient, pas forcément non plus que des thérapeutes, mais des gens qui sont vraiment dans des formes d'accompagnement que j'ai trouvé assez étonnants, assez capables de générer des choses qui ne sont pas ordinaires, tout simplement. Et à chaque fois que je me suis intéressé à des personnes qui me semblaient pouvoir être capables de faire ça, je suis retombé sur l'idée de l'hypnose. Donc moi j'ai commencé à m'y intéresser tout petit, je devais avoir 11-12 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Et puis ensuite, ça a été plein de rencontres, des thérapeutes qui m'ont accepté dans leur cabinet quand j'étais tout jeune pour que je puisse observer des séances, des rencontres, pas forcément que dans l'hypnose, je pense à des gens comme Jacques Salomé par exemple, qui sont des gens qui m'ont beaucoup apporté. Et puis ensuite, c'est la rencontre d'un personnage que j'ai pas connu physiquement, qui est Milton Erickson, qui a vraiment révolutionné l'hypnose moderne, qui était un communicateur assez exceptionnel et une personne aussi assez attachante et assez étrange quelque part, et qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans ce domaine-là précisément. Alors toi tu pratiques vraiment l'hypnose ericksonienne, mais pourrais-tu nous expliquer un petit peu les différents courants d'hypnose? Il existe aussi l'hypnose humaniste par exemple. Alors il y a l'hypnose, en fait l'hypnose ericksonienne, c'est la capacité d'un hypnotiseur à utiliser toutes les formes d'hypnose. Erickson savait tout faire en hypnose. Il n'était pas figé dans un domaine ou dans un autre. La philosophie ericksonienne, simplement de se dire si ça marche, alors j'utilise. Ensuite il y a un deuxième courant, même si aujourd'hui il est un peu moins connu, c'est le courant de l'hypnose classique. L'hypnose classique, c'est l'hypnose un peu à l'ancienne, c'est une hypnose plus directive. C'est-à-dire que c'est un peu l'hypnose qu'on voit encore quelquefois dans les spectacles. C'est l'hypnose que Freud critiquait à une époque. Elle est plus trop utilisée parce que c'est une hypnose qui n'est pas très pratique quand on veut du changement, mais elle reste assez impressionnante, donc les gens qui font de la scène l'utilisent. Et puis ensuite, aujourd'hui, il y a plein de marques déposées d'hypnose, donc il y a plein de noms d'hypnose, on peut en trouver plein, mais qui finalement utilisent à peu près toujours les mêmes principes qui sont ceux de l'hypnose moderne, c'est-à-dire une hypnose plutôt indirecte, qui est basée sur le principe de respecter l'autonomie d'une personne et sur le principe de l'aider à découvrir sa propre manière de fonctionner et son inconscient. Tu nous as parlé dans ta phrase, tu nous as parlé de spectacle, justement. Est-ce que tu pourrais nous aider à démystifier l'hypnose et tout le spectacle et la magie qui pourrait s'y attacher? Oui, bien sûr. Il y a enlever un petit peu ce côté mystique et un petit peu... En fait, il y a deux choses qui font du mal à l'hypnose, qui en ont fait en tout cas historiquement. C'est le spectacle d'un côté, puis les dérives un peu New Age de l'autre. Le spectacle parce que ça présuppose tout d'un coup une sorte de soumission d'une personne à un hypnotiseur qui n'est qu'artificielle évidemment, mais c'est présenté comme tel. Alors ça existe, les phénomènes sont réels qu'on voit en hypnose de spectacle, seulement évidemment on est très très loin de ce qu'on fait dans l'hypnose moderne et thérapeutique, dans le sens où le but du spectacle est vraiment de créer un état où la personne va vivre des choses qui vont sortir de son quotidien, mais seulement à un niveau visible pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va amener quelqu'un à, je sais pas, oublier son nom, oublier un chiffre, ou des choses comme ça. Alors, c'est vrai que ça fait parler, c'est vrai que c'est plus impressionnant. Par contre, l'hypnose de spectacle nous a permis aussi de comprendre certaines choses. Par exemple, les techniques aujourd'hui qu'on utilise en anesthésie, elles nous viennent aussi quand même d'une compréhension de ce qui s'est passé assez longtemps dans les phénomènes de spectacle. Donc c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, en fait, quand un praticien moderne va faire de l'hypnose, ce qu'il va faire, c'est aider la personne à rentrer vraiment à l'intérieur d'elle. Il ne va pas chercher du spectaculaire, il ne va pas chercher à ce qu'il y ait des mouvements, il ne va pas chercher à ce qu'il y ait des choses assez extraordinaires, il ne va pas chercher non plus une perte de conscience de son client. Dans l'hypnose de spectacle, pour que la personne puisse faire ce qu'on lui demande, on est obligé quand même d'écarter de très loin sa conscience. Sinon on va se heurter à certaines résistances. Alors qu'en hypnose thérapeutique, on va chercher un équilibre entre le conscient et l'inconscient. On va chercher à créer une rencontre entre les deux. Alors, dans l'un comme dans l'autre, tous les procédés qui sont utilisés sont tout à fait rationnels. On a présenté quelquefois le spectacle comme étant une sorte de magie, de fluide, etc. Mais en fait, c'est simplement de la psychologie sociale, c'est-à-dire comprendre comment les gens fonctionnent, comment le cerveau fonctionne, comment on peut interférer avec les fonctionnements. Et dans les deux cas, on utilise finalement à peu près les mêmes outils. Maintenant,
Derrière ce côté très rationnel, il y a un côté toujours un peu magique dans l'hypnose, parce que déjà de l'intérieur, une personne vit quand même quelque chose qui n'est pas habituel. C'est un voyage intérieur, donc il y a quand même un décalage par rapport à l'état ordinaire dans lequel on peut être. Et puis même de l'extérieur, il y a toujours un côté spectaculaire, parce que finalement, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui rentre dans l'état d'hypnose. Un non-professionnel ne va pas toujours comprendre pourquoi, d'où ce côté un peu magique, un peu étonnant, assez beau aussi, parce que ça peut être très poétique. Mais en fait, si on peut décoder une séance, tout ce qui se passe dans une séance peut être expliqué. Ce sont que des outils de communication, verbales, non verbales. Ce sont des utilisations de biais cognitifs, des utilisations de règles d'influence. Et c'est ça avant tout qu'un hypnotiseur va apprendre dans la base de son travail. Donc dans le spectacle, les gens sont vraiment hypnotisés? Oui, bien sûr. Les escrocs qui font n'importe quoi, mais en général... en fait, il y en a peu parce que, oui, finalement, prendre un acteur serait beaucoup plus compliqué que prendre un vrai client. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'il joue bien le jeu. Et c'est pas si facile à trouver, je pense, avec l'hypnose surtout. Maintenant, qu'il y ait peut-être quelquefois une complaisance d'un public. Évidemment, ça peut arriver. L'autre chose aussi, c'est que l'hypnotiseur va aussi toujours aller amener des résultats qui sont liés peut-être à des attentes profondes des gens. Imaginons par exemple que j'ai l'envie, si je faisais du spectacle, j'aurais l'envie par exemple que quelqu'un puisse faire quelque chose qui présupposerait un côté complètement désinhibé. Je vais prendre sans doute quelqu'un de timide qui aurait envie de gagner en confiance. Parce que pour lui, quelque part, être désinhibé, c'est l'occasion peut-être de faire des choses, de dire des choses, d'être ce qui n'est pas d'habitude. Donc au fond, on va toujours jouer sur l'envie d'une personne, même en spectacle. Évidemment, l'effet qui est créé est d'autant plus spectaculaire parce que même les gens qui connaissent cette personne-là vont se dire « Tiens, c'est étonnant, cette personne n'aurait jamais fait ça d'habitude. » Quelqu'un qui va se mettre à chanter en public alors qu'il est très timide d'habitude. Mais on lui permet par l'état d'hypnose de dépasser en fait des conditionnements conscients. Alors ça, c'est aussi ce qu'on utilise en thérapie de toute façon. C'est-à-dire que l'état d'hypnose, c'est un état qui va désinhiber, qui va nous permettre d'accéder à une partie de nous-mêmes qui nous échappe habituellement. Et donc que ce soit dans la thérapie ou dans le spectacle, on utilise à peu près les mêmes procédés.